Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire Mines et Environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Marie-Ève Lacombe, conseillère en communication au service des communications et du recrutement de l'UQAT. Alors, avec ces webinaires, l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT poursuit son objectif qui est de favoriser le partage de connaissances et l'accessibilité aux dernières avancées dans le domaine des mines et de l'environnement. Alors, les webinaires servent à aborder divers enjeux liés au secteur minier, à présenter de manière concrète les solutions innovantes proposées et les développements scientifiques récents, et d'exposer les perspectives de recherche et les projets en développement. C'est pourquoi les conférences sont offertes par des professeurs de l'Institut. Donc, avant d'aller plus loin, je vous rappelle quelques consignes pour le fonctionnement du webinaire. Donc, la présentation sera d'une durée d'environ 40 minutes, suivie par une période de questions de 15 minutes. Je vous invite ainsi à utiliser l'outil questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. Nous pourrons aller lire vos questions. La conférence est enregistrée et sera disponible sur le site web du webinaire où vous trouvez aussi les webinaires passés. Donc, nous accueillons aujourd'hui le professeur Mamer Mbonimpa qui nous offre une conférence intitulée « Des recettes de remblai en pâte cimentée pour le remblayage de chantier ouvert dans le pergélisol ». Alors, le professeur Mbonimpa est professeur titulaire à l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT depuis 2004. Il est ingénieur en génie civil et titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en géotechnique et infrastructure. Ses expertises sont la géotechnique classique et minière, l'hydrogéologie de sols non saturés, la rhéologie et le transport de résidus miniers, la gestion environnementale de rejets miniers, la restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide incluant les géomembranes et l'érosion éolienne. Alors, je lui cède maintenant la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Merci pour cette présentation. La présentation de ce matin va s'articuler sur le plan suivant. Je vais d'abord commencer par une introduction où je vais présenter le contexte, la problématique et les objectifs de l'étude. Ensuite, je vais présenter 3 étapes qui ont été suivies justement pour faire cette optimisation des recettes de remblai. En premier, on verra comment on peut prédire la distribution de la température le long des lignes de distribution du remblai en pâte cimentée. Ensuite, comment on peut prédire la température de la masse de remblai mise en place dans les chantiers. Ensuite, on parlera donc de l'effet de la température sur la résistance en compression, ce qu'on va appeler ici l'UCS. Et pour ces étapes, chaque fois, on va revenir sur la méthodologie, sur les résultats obtenus et sur ce qu'on peut retenir de ces résultats. Et à la fin, je présenterai donc des conclusions générales et puis des perspectives. Alors, au niveau du contexte, le remblayage minier, c'est une pratique qui est courante dans les mines souterraines, en raison bien sûr des avantages économiques, sécuritaires et environnementaux que cette technique présente. Alors, malheureusement, c'est une technique qui est peu documentée lorsqu'on est dans les régions très froides, comme dans le nord du Canada, où il y a des zones de pergélisol. Alors, le pergélisol, c'est quoi? C'est des sols qui restent gérés en permanence pendant au moins 2 ans. C'est une définition récente donc, qui a été proposée pour le pergélisol. Et comme vous voyez donc dans la figure à côté, si on a un chantier ouvert dans cette roche qui est gelée, en général, on a des températures entre moins 6 degrés et moins 10 degrés. Alors, il va y avoir interaction et échange de chaleur avec le remblai que l'on voit ici. Donc, ici, vous voyez le remblai mis en place. Les parois sont très froides et donc il va y avoir interaction. Et cette température donc, qui est négative autour de la masse de remblai va affecter le développement de la résistance mécanique de notre matériau. Et
si on considère donc que les matériaux gelés ont des résistances mécaniques plus élevées que les matériaux qui sont non gelés, il y a des travaux qui ont été faits aussi pour le remblai là-dessus, le concept donc de remblai cimenté par la glace est une option qui pourrait être utilisée donc pour pouvoir donc mettre en place, remblayer les chantiers ouverts dans le périgélisol. Ici, je présente deux études sur ces remblais cimentés par la glace. Il n'y a pas de liant dans ce cas-là. Les travaux donc, de Bandopadé et Isaacson, ils ont regardé c'est quoi le temps nécessaire pour que des couches minces, d'épaisseur entre 10 cm et 1 mètre, c'est quoi le temps nécessaire pour que ces matériaux gèlent lorsqu'ils sont donc ventilés avec l'air froid en hiver. Du coup, donc, c'est une technique qui peut être utilisée en hiver seulement, c'est pas applicable en été. Alors, ce qui a été observé, c'est que ça prend beaucoup de temps. Par exemple, pour pouvoir geler une couche d'un demi-mètre de remblai, ça prenait 13 jours si donc l'air est à moins 10 degrés Celsius. Et vous pouvez vous imaginer, ça va prendre beaucoup de temps s'il faut remblayer un chantier de 25 mètres de hauteur, 30 mètres de hauteur. Ça va prendre environ 500 jours et plus. Et ça, c'est pas favorable pour les cycles de minage. Les autres auteurs qui se sont concentrés sur les remblais cimentés par la glace, c'est Clough et Kazakidis, qui ont regardé, eux, c'est quoi les mélanges optimaux qui pourraient donner des résistances maximales au niveau donc, de l'UCS, dont la résistance à la compression inaxiale. Ils ont trouvé donc que c'est des mélanges composés donc, de 50 à 75% de roches concassées, de 50 à 25% de résidus et de l'eau à des teneurs en eau massique entre 5 et 9%. Dans ce cas aussi, ici, le gel prend beaucoup de temps, surtout qu'il s'agit d'un gel naturel, donc, avec, dans les conditions donc, du périgélisol où on a une température autour de moins 6 degrés Celsius. Alors, face à ce temps élevé qui est nécessaire pour que le remblai puisse geler, on s'est dit, le remblai en pâte cimentée, il peut être une option viable. Alors, le remblai en pâte cimentée, c'est quoi? C'est des résidus filtrés auxquels donc on va ajouter du liant, en général entre 2 à 8%. Bon, on peut parler aussi entre 3 à 10%, ça dépend de la littérature des sources qu'on consulte. Et on ajoute de l'eau de malaxage pour avoir donc la consistance que l'on désire afin de pouvoir transporter le matériau. Tout ça, donc, ça se passe à l'usine de remblai en pâte. Et il faut donc transporter ce matériel jusque dans le chantier, comme on le voit sur la figure ici. Et la question qu'on se pose, l'hypothèse qu'on fait, c'est que même si le périgélisol il a des températures négatives, et ce qui va faire qu'il va y avoir des échanges de chaleur avec le remblai, on se dit que le remblai cimenté en pâte va apporter et développer la résistance requise en attendant qu'il soit gelé. Parce qu'une fois qu'il est complètement gelé, on va avoir la résistance qu'on aimerait avoir. Mais avant qu'il gèle, donc, on se dit, est-ce qu'on va avoir la résistance requise? Et ça, donc, ça amène des défis, bien sûr. Et le premier défi, c'est qu'il faut être à mesure donc, de formuler des recettes qui permettent d'atteindre cette résistance alors que le durcissement va avoir dans des conditions défavorables, des conditions où la température décroît du fait des échanges de chaleur avec les parois du périgélisol. L'autre défi, donc, si on est en conditions nordiques avec des températures très froides, c'est d'être en mesure de transporter le remblai dans des pipelines, parfois qui sont en surface, sans que le remblai soit gelé. Et c'est ça donc qui a initié un projet de recherche FRQNT sur lequel on a travaillé de 2014 à 2016, qui avait comme objectif donc d'optimiser les recettes de remblai en pâte cimentée pour le remblayage de chantiers ouverts dans le périgélisol. Et le projet a été réalisé donc en collaboration avec le projet de mine Méliadine, donc une propriété de mine à Nico Igel. Alors, pour atteindre cet objectif général, donc, on s'est fixé au début deux objectifs spécifiques. Alors, ici, on voit donc le système donc, de remblayage de l'usine jusque dans le chantier.
le premier objectif spécifique, c'est d'estimer, de pouvoir prédire c'est quoi la température et la pression le long de la ligne de distribution du remblai en pâte cimentée. Et donc, ça va nous aider dans les pressions, c'est pour savoir le type de pompe dont on a besoin. Et la température, surtout, il ne faut pas que le remblai gèle. On va aussi savoir maintenant, à la fin, c'est quoi la température du remblai à sa mise en place. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui va influencer les échanges de chaleur avec le périgélisol qui est autour. Ça, c'était donc les travaux de l'objectif spécifique 1, des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet de maîtrise de Patrick Kalonji. Alors, une fois que le remblai est mis en place maintenant, c'est important de savoir c'est quoi la distribution spatio-temporelle de la température suite aux échanges de chaleur avec le périgélisol. Ça, c'est l'objectif spécifique 2 des travaux qui ont été réalisés avec les travaux de maîtrise de Fabrice Béat, qui avait été aidé par un stagiaire de premier cycle, Hugo Marceau. Alors, on est venu donc ajouter un autre objectif, comme la suite de ces deux, c'est de regarder maintenant, si on connaît la distribution de la température dans la masse de remblai, comment ça va affecter la résistance mécanique en termes donc de résistance en compression uniaxiale. Et ça, c'était réalisé donc dans le cadre des travaux dans DSS avec Patrick Cuisera. Parrain Cuisera, pardon. Alors, le projet a impliqué d'autres personnes, les professeurs Tikou Belem et Moustapha Benzazoua de l'UQAT, le professeur Lili de Polytechnique Montréal et Dr Serge Ouellet de mine Aniko Igel. Et donc, j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui ont contribué donc à la réalisation de ce projet. Maintenant, donc, on va passer aux différentes étapes, une à une, donc, qui correspondent aux 3 objectifs spécifiques. Et regardez donc qu'est-ce qui a été réalisé. Et chaque fois, on va parler de la méthodologie, des résultats et ce qu'on peut retenir de tout cela. D'abord, la prédiction de la température le long du pipeline. Bon, je vais le dire ici, on a aussi regardé comment on peut prédire les pressions et les pertes de charge. Mais par manque de temps, je vais seulement me limiter à la température parce que c'est elle qui est directement liée à la résistance qu'on cherche pour le remblai. Donc, tout ce qui concerne les pressions et les pertes de charge, ça peut être trouvé donc dans les différents articles et documents que j'ai mis comme référence. Donc, la méthodologie qu'on a adoptée pour cet objectif spécifique, c'est de réaliser des modélisations numériques de l'écoulement du remblai en pâte cimentée à une échelle réelle, avec le module Non-Isothermal Pipe Flow de COMSOL Multiphysics, en tenant en compte les échanges thermiques internes et externes. Les échanges thermiques internes veulent dire l'échange, par exemple, entre la température de l'air que l'on voit ici et le remblai qui est dans la conduite, ou entre le périgélisol et le remblai qui est dans la conduite. Et les échanges internes, les échanges thermiques internes, ils sont en rapport avec tout ce qui est frottement sur les parois et tout ce qui est frottement au niveau des différentes couches du remblai pendant le transport. Ça aussi, ça peut générer de la température. Alors, pour résoudre les équations qui décrivent ces phénomènes, il fallait donc avoir certaines propriétés et principalement donc les propriétés thermiques et rhéologiques. Et ces propriétés, il faut savoir comment est-ce qu'ils évoluent en fonction de la température. Donc, c'était une première étape donc, des travaux qu'il fallait réaliser. Mais avant d'utiliser le modèle numérique, donc faire les simulations numériques, il fallait aussi valider la procédure. Est-ce que le modèle peut permettre donc de prédire des données existantes? Malheureusement, on n'avait pas de données de terrain. Et ce qu'on a fait, c'est de chercher nous-mêmes ces données en réalisant des essais d'écoulement en mini-circuit ou ce qu'on appelle le mini-loop test. Alors, considérant donc la salinité de l'eau naturelle du périgélisol et de la salinité qui peut être apportée par les agents de glaçage du minerai, on a aussi tenu donc d'étudier l'influence de la salinité donc, sur tout le processus. Alors, regardons maintenant au niveau de la première étape de caractérisation, l'effet de la température sur les propriétés rhéologiques du remblai en pâte cimentée.
On est parti d'une recette remblée avec un pourcentage solide de 76,3%, un pourcentage de liant de 5% de ciment HE, et puis 0,5% de salinité, c'est-à-dire à peu près 5 grammes de sel par litre, et les sels étaient donc basés sur les concentrations et les types de sel qui avaient été observés sur le terrain. Alors, avec son mélange, bon, on a étudié beaucoup d'autres mélanges, mais ici je me limite à celui-là seulement là. Donc, on a réalisé des essais de rhéologie pour regarder les paramètres rhéologiques à l'aide du rhéomètre que vous voyez ici, où on a utilisé donc la géométrie de Vein, c'est pas très visible, ou le sismomètre ou le croisillon. Et le rhéomètre permet de réaliser des essais à température constante. Donc, on a réalisé ici des essais à une température de 2 degrés, de 10 degrés et de 20 degrés Celsius. En réalité, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne le vein dans le matériel à différentes vitesses de rotation. Et chaque vitesse de rotation est associée donc à un taux de cisaillement, ce qu'on appelle le shear rate ici. Et on regarde donc la résistance au cisaillement qui est nécessaire, donc qui est mobilisée pour pouvoir garder cette vitesse constante. Et en représentant donc la relation entre la contrainte de cisaillement que vous voyez ici et le taux de cisaillement, on va voir ce qu'on appelle les rhéogrammes ou courbes d'écoulement. Dans le cas ici, vous voyez, pour les 3 températures, donc de 2 degrés, 10 degrés et 20 degrés, on va voir donc des courbes qui sont des droites. Ça veut dire donc que dans ce cas-là, le matériel se comporte comme un fluide de Bingham, et ces courbes peuvent être décrites par l'équation que vous voyez ici. La contrainte de cisaillement est égale au seuil de cisaillement, le yield stress, plus la viscosité de plastique ou la viscosité de Bingham fois donc le taux de cisaillement. Et ici, après, donc, la viscosité état B, ça représente la pente de la droite, et le seuil de cisaillement taux 0 représente l'intersection, donc, de la droite avec l'axe X. Après, donc, on a essayé de déduire c'est quoi l'impact de la température sur ces 2 paramètres. Parce que si je connais les 2 paramètres, je peux aller, donc, définir c'est quoi les contraintes de cisaillement pour chaque taux de cisaillement. Et le taux de cisaillement dans une conduite, il dépend de la vitesse et du diamètre de la conduite. Et donc, les courbes ici nous indiquent donc l'évolution du yield stress et de la viscosité plastique, donc en fonction de la température. Donc, les 2 propriétés augmentent, et on a pu donc trouver des équations empiriques qui montrent comment ça varie. Et ces équations ont été introduites donc dans notre modèle. Alors, l'autre aspect étudié, c'est l'effet de la température sur les propriétés thermiques. Donc, là, on a utilisé donc l'analyseur thermique K2 Pro avec une sonde qui mesure simultanément la conductivité thermique et la capacité thermique. Une sonde avec une précision d'à peu près plus ou moins 10%. Et là, sur la figure, on voit les résultats. Donc, la conductivité thermique ici, la capacité thermique, en fonction donc de la température, donc des températures positives dans ce cas ici. Et ce qu'on conclut, c'est que, en considérant l'erreur, la précision des mesures, il n'y a pas de variation de ces 2 paramètres, donc en fonction de la température. Et ça, c'était une chose qui venait faciliter les travaux de modélisation numérique. Alors, pour pouvoir donc valider l'approche de modélisation, il fallait des données. Là, on a réalisé des essais en boucle. Ici, vous voyez le dispositif qui a été utilisé. Vous voyez, on a 2 mixeurs avec une pompe ici. Il y a une pompe à vis. On voit ici donc les tuyaux pour faire l'essai d'écoulement. C'est des tuyaux très minces ici, avec un diamètre intérieur de 31,8 mm, et le circuit avait une longueur totale donc de 27,9 mètres. Et le circuit, bien sûr, il est instrumenté. Donc ici, on voit quelques équipements comme ici. On voit donc un manomètre différentiel. Mais l'instrumentation est plus visible, donc détaillée sur cette figure ici. Donc, toutes les mesures, les équipements qui sont mis ici, ça permet de prélever des mesures dont on a besoin pour faire les modélisations numériques de ce système. Mais ici, je vais me limiter au manomètre différentiel, qui est le 5 ici. Il mesure donc la différence de pression entre les 2 points ici et là. Et si on connaît la différence, la longueur, la distance entre les 2 points, on est capable d'aller calculer les pertes de charge linéaires qui vont être
qui vont être provoquées donc durant le transport du remblai en pâte cimentée. L'autre élément important qu'on va considérer ici, c'est le senseur de température ici, qui mesure la température du remblai à la sortie. Donc, quand on fait des boucles, le remblai, donc, il circule et on fait plusieurs tours. On a enregistré donc cette température à la sortie et on va l'utiliser donc pour valider le modèle. Et ici, on avait un débitmètre électromagnétique pour mesurer le débit d'écoulement et on pouvait déduire donc la vitesse d'écoulement. Alors, au moment de faire l'essai, au début, on voulait utiliser la recette initiale qui est donc proposée pour le projet de mine Mériadine, mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'à un pourcentage solide de 76,3%, la pompe n'était pas capable de fournir, donc, d'assurer donc l'écoulement. Et donc, on a dû réduire le pourcentage solide à 71%. Mais ça, c'est pas grave parce que l'objectif, c'est de valider notre modèle numérique. Alors, si maintenant on regarde pour un essai typique qu'on a réalisé, donc les essais ont été réalisés pendant 60 minutes. On regarde par exemple la figure ici qui montre la vitesse d'écoulement en fonction du temps. Et ici, d'autre côté, les pertes de charge linéaire. Donc, en rouge, c'est la vitesse d'écoulement. Ici, on visait une vitesse autour de 1,3 et donc on a une vitesse qui au début un peu plus élevée, mais qui s'est stabilisée donc autour de 1,3 avec le temps. Et si on regarde maintenant les courbes bleues, ça c'est les pertes de charge. Au début, on a des pertes de charge autour de 29 kPa par mètre, mais avec l'augmentation de la température du remblai, à un moment donc, les pertes de charge ont commencé à augmenter, comme on le voit donc dans la dernière partie. Donc ici, à la fin de 60 minutes, on était rendu à 35 kPa par mètre. Maintenant, les températures. Donc, on va comparer la température du remblai à la sortie avec ce qu'on a obtenu par les modélisations numériques donc, de ce système. Donc, dans la figure ici, on voit la température donc, en fonction de la longueur de la conduite. C'est la distance parcourue par le remblai pendant les 60 minutes. Alors, ici, c'est la température de l'air. Donc, pendant l'essai, on est passé de 15 à 12 degrés Celsius. Et on voit donc au niveau des points bleus, c'est les mesures qu'on a faites donc expérimentalement. Et la courbe rouge nous indique ce qui a été prédit avec l'outil numérique, donc la procédure qu'on a développée. Au début, on voit donc qu'il y a une très bonne concordance, mais vers la fin, il y a un peu de disparité. Mais c'est quelque chose qui était dû au fait que on n'avait pas la thermodépendance des propriétés rhéologiques de ce remblai qu'on a utilisé, parce que c'était un remblai avec 71% de solide. On n'avait pas comment les propriétés rhéologiques dépendaient de la température, donc pour tenir compte de ce phénomène-là. Donc, l'erreur n'est pas si grave. Si on avait ces paramètres-là, on aurait pu le corriger et donc les données auraient pu concorder un peu plus à des températures élevées. Alors, avec ça, donc, une fois qu'on a validé notre modèle numérique, on a voulu maintenant passer à la modélisation donc d'un vrai système de distribution du remblai. Comme vous le voyez ici, le système est construit en 3D et la ligne de distribution est construite à partir des coordonnées des différents points. Et donc, on a un réseau de 1600 mètres, dont les 290 premiers mètres ici, donc l'usine de remblai, il est quelque part ici, ils sont à l'air libre. On a considéré donc qu'à l'air libre, on a pris une température la plus froide de moins 50 degrés Celsius. On a considéré qu'à l'usine de remblai, au départ, on a un remblai à 10 degrés Celsius. Alors, sous terre, donc, dans les espaces sous terre, le pression sol, on a considéré moins 6 degrés Celsius, mais dans les vides sous terre, on a considéré 2 cas. Le cas où on aurait 2 degrés Celsius, c'est-à-dire que c'est chauffé sous terre, ou le cas où c'est pas chauffé, on aurait une température de moins 5 degrés Celsius. Aujourd'hui, je vais me limiter seulement au cas où on aurait 2 degrés Celsius, donc on chauffe sous terre. Et c'était une occasion, donc, de voir l'influence de différents paramètres, comme la vitesse d'écoulement, du remblai ou les diamètres des conduites. Ben, pour les études de faisabilité, donc, dans le cadre de ce projet minier, on avait considéré une vitesse d'écoulement de 1,04 mètres par seconde et un diamètre de 5 pouces et 3 quarts. Alors, au niveau des résultats obtenus, donc, ici, je vous montre l'effet de la vitesse d'écoulement
sur la distribution de la température en considérant donc la température sous terre de plus de 2 degrés Celsius et en surface on a moins 50 degrés Celsius. On voit donc la première portion ici, c'est le tuyau qui est en surface. Donc, on voit donc en ce moment, pour les 3 vitesses donc de 0,82 mètres par seconde jusqu'à 1,2 mètres par seconde, la température diminue. Et après, quand la conduite est dans le pergélisol, on voit que donc la température augmente encore une fois. Et là, ici, à la fin, on voit donc les températures de mise en place du remblai. Pour le remblai pompé à une vitesse de 1,5 mètres par seconde, c'est le seul où ici on a vu donc que la température à partir de 10 degrés de l'usine va augmenter et puis elle va continuer aussi à augmenter sous terre, alors que en surface, à cause du fait que la vitesse est élevée, ça va générer beaucoup de chaleur interne et donc le froid de l'extérieur ne va pas pouvoir donc diminuer la température du remblai. Maintenant, si on regarde les températures de déposition ici, c'est très important. On va voir donc que c'est des températures donc qui vont décroître lorsque le diamètre du tuyau augmente pour une vitesse d'écoulement donnée. Et donc, si par exemple on regarde le tuyau de 5 pieds 3 quarts qui était visé dans l'étude de faisabilité, le remblai il va être déposé à une température donc de 13,6 degrés Celsius, à peu près donc 14 degrés Celsius. Alors, ce qu'on retient de cette première étape, c'est que donc il est possible donc de prédire la distribution de la température le long de la ligne d'écoulement en tenant compte donc de la chaleur générée par la dissipation visqueuse et le frottement interne, en tenant compte des échanges de chaleur avec le milieu externe, et en tenant compte de la thermodépendance des propriétés éléologiques et thermiques donc du remblai. Alors, le modèle, bien sûr, il faut le valider d'avance. On a pu le faire avec les données obtenues au laboratoire. Sinon, donc, dans la phase de design, il n'y a pas encore les données de terrain. Alors, les modélisations numériques ont toujours l'avantage de permettre d'optimiser l'influence de différents paramètres pour éviter le gel. Ici, je nous présente par exemple les résultats qu'on a obtenus si on met l'isolation autour de la conduite en surface, etc. Alors, il y a des phénomènes, bien sûr, qu'on n'a pas pu tenir en compte dans ces modélisations. C'est le cas de l'hydratation. C'est aussi le cas du fait que souvent, ça a été observé que pendant le transport du remblai en pâte cimentée, à cause du cisaillement, les propriétés rhéologiques peuvent changer. Le slump va augmenter et le yield stress au bout du tuyau va diminuer. Donc, on n'a pas pu tenir compte dans ces modélisations ici. Maintenant, une fois qu'on a donc la température de déposition, de mise en place du remblai, on peut passer à l'étape qui suit pour regarder c'est quoi les échanges entre les parois du pergélisol. Donc, c'est l'objectif spécifique numéro 2. Qu'est-ce qu'on a fait donc? On veut savoir, une fois qu'on a déposé le remblai à une température donnée, comment la température va évoluer à différents endroits dans le remblai en fonction du temps. Là, on a utilisé le module Heat Transfer de COMSOL Multiphysics, et donc pour résoudre l'équation de chaleur entre le remblai et le pergélisol. Et on a tenu compte des changements de phase, parce qu'il y a le pergélisol qui peut dégeler et le remblai qui peut geler dépendamment de température. Ici aussi, on n'a pas tenu compte de l'hydratation du liant. Alors, c'est toujours le même remblai donc qui a été utilisé. Et pour résoudre ces équations différentielles, bien sûr, il fallait avoir plusieurs propriétés, dont les propriétés thermiques du remblai en pâte cimentée et leur évolution en fonction du temps de cure. Ensuite, il fallait aussi valider le modèle numérique donc, avant de l'utiliser. Alors, pour les propriétés thermiques, la conductivité thermique et la capacité thermique, ces deux figures montrent comment elles se comportent en fonction du temps et en fonction de la température, des températures donc de 22 degrés Celsius en rouge, 2 degrés Celsius en bleu et moins 8 degrés Celsius en noir. Donc, ce qu'on observe, c'est que pour une température donnée, il n'y a pas de variation donc de ces deux propriétés, mais on voit que quand même quand le matériau gèle, la conductivité thermique augmente, et la capacité thermique diminue. Donc, on était en mesure donc d'implémenter ces valeurs donc dans le modèle. Alors,
Pour valider maintenant la procédure, on a dû faire des modèles physiques au laboratoire pour faire le transfert unidimensionnel, tridimensionnel. Alors, le transfert unidimensionnel, c'était des colonnes, 6 colonnes contenant différents types de matériaux, où on avait des colonnes qui étaient à l'air libre et d'autres colonnes dont la base était placée donc dans un congélateur à température contrôlée. C'était à moins 10 degrés Celsius et les colonnes étaient instrumentées avec de son température à différentes hauteurs pour voir comment le front de gel va évoluer surtout du bas vers le haut. Ici, je vais vous présenter les résultats de la modélisation 3D. C'était donc un baril que vous voyez ici. On a mis le remblai et on l'a placé dans une chambre froide à moins 11 degrés Celsius et on a enregistré la température à différents endroits pendant 18 jours. Alors, les sondes de température étaient placées selon la configuration que vous voyez ici dans 2 plans perpendiculaires. Vous voyez le premier plan, le AA ici, et dans l'autre, le plan BB, et c'était à différentes hauteurs. Donc, le baril faisait à peu près 90 cm de hauteur et 54 cm de diamètre. Et donc, on avait fait des sondes au milieu et un peu à la base et proche de la surface. Alors, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est les résultats ici de toutes les sondes dans la figure à gauche. On voit donc en rouge, ça c'est la température dans la chambre froide. On visait moins 11 degrés Celsius, mais vous voyez, ça a stabilisé vraiment à partir de la 4e journée. Et on voit donc que les différentes sondes montrent les températures qu'on a obtenues. Si on met le focus sur seulement 2 sondes, donc la sonde par exemple B3 qui est proche de la surface, on voit donc que dans cette figure, donc, les mesures, c'est les points en bleu, la courbe bleue, et les points rouges, c'est ce que le modèle numérique nous a donné donc avec les modélisations numériques. On voit donc qu'il y a une concordance assez suffisante donc pour dire que la procédure de modélisation permet de prédire des résultats expérimentaux. Pour la sonde ici, B1 qui est proche de la paroi, on voit le résultat ici, donc encore une fois, bleu c'est les mesures, rouge c'est les calculs. On voit qu'il y a, jusqu'à la 5e journée, il y a une différence. C'est tout simplement dû au fait que dans le modèle numérique, on a appliqué dès le début une température de moins 11 degrés Celsius. Alors que en réalité, dans les mesures, vous voyez, il y a eu beaucoup de fluctuations au début jusqu'à la 4e journée. Et bon, on aurait peut-être dû introduire dans le modèle une fonction comme condition frontière, donc avec cette variation-là, mais on avait appliqué moins 11 et c'est ça qui nous a fait qu'on avait ces fluctuations. Et ça, on l'a observé pour toutes les sondes qui étaient proches des parois. C'est la zone proche des parois qui est plus affectée que les zones plus dans l'intérieur du remblai. Une fois qu'on a validé notre modèle, maintenant, on est passé à la modélisation sur un chantier réel. On a notre chantier qui est ici, qui avait une hauteur, donc, qui avait des dimensions de 25 mètres de hauteur, 18 de profondeur et 10 mètres de largeur. Alors, le remblai avait une température initiale de 14 degrés Celsius, comme c'était prédit dans l'objectif spécifique 1. Alors, on a fait un remblayage instantané, donc toute la masse de remblai, c'est comme s'il est placé en une fois. Alors, la roche de pergélisol, on a considéré que c'était le granit. On a fait d'autres études pour voir d'autres types de roches et c'est quoi l'impact, avec une température donc de moins 6 degrés Celsius. Alors, cette condition frontière de moins 6 degrés Celsius, on l'a appliquée très loin, donc à une distance de 20 mètres de chaque limite du chantier, ce qui fait donc que la géométrie du modèle étudié, il est passé donc à 65 fois 58 fois 50 mètres, donc pour la modélisation. Je vais vous présenter les résultats de l'évolution de la température dans cet axe central ici, dans la direction Y. Alors, ici donc, vous voyez la figure qui nous montre la température sur l'axe vertical et l'axe horizontal Y, donc c'est la distance. Et le chantier, donc c'était la largeur au début. Et on voit donc qu'au temps zéro, on a donc 14 degrés dans le remblai et le pergélisol, il est à moins 6 degrés Celsius. Une fois que la déposition est faite, il va y avoir des échanges de chaleur. La chaleur est transférée du remblai vers la paroi gelée. Et donc, vous voyez, après 28 jours, vous voyez la distribution de la température, elle augmente au niveau du pergélisol un peu.
Ça dégèle, ce qui n'est pas une bonne chose au début. Et dans le remblai, il diminue. Donc, vous voyez ici, après 120 jours, etc., après une année, et le remblai va atteindre une température de 0, toute la masse, à peu près après 5 ans. Et même après 20 ans, vous voyez, toute la masse de remblai n'a pas encore été en équilibre avec le pergélisol. Donc, et avec ça, donc, on voit que la température du remblai il dépend de l'endroit, de la distance par rapport à l'interface remblai-pergélisol. Et bien sûr, ça évolue dans le temps. Et c'est quoi donc on peut regarder, si on regarde par exemple à 28 jours, c'est quoi la température à différents endroits par rapport à l'interface. Donc, à l'interface, vous voyez, on va avoir donc la courbe bleue. Donc, la température va chuter de 14 degrés et après 28 jours, donc, on est rendu à 2,4 degrés Celsius. Alors que, par exemple, à 2 mètres de l'interface, vers l'intérieur de la masse de remblai, la température sera rendue à 11,4 degrés Celsius après 28 jours. Et ça va venir affecter, donc, la résistance mécanique que le remblai va développer. Et donc, ce qu'on retient de cette étape, c'est que, bon, on peut prédire, donc, la distribution de la température dans la masse de remblai en tenant compte des échanges de chaleur avec le milieu externe et en tenant compte, donc, de la thermodépendance des propriétés thermiques et bien sûr en tenant compte des changements de phase, donc les matériaux qui gèlent ou les matériaux qui dégèlent. Ici aussi, on peut optimiser l'influence de différents paramètres comme la température du pergélisol, la température initiale du remblai, le type de pergélisol, le type de roche de pergélisol. On a regardé les dimensions du chantier, les chantiers inclinés. On a regardé plusieurs paramètres que je ne présente pas ici. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas pu tenir compte. J'ai parlé de l'hydratation du liant. Mais le remblayage a été considéré comme instantané, alors que d'habitude, il y a un bouchon, puis il y a le résiduel. Et le résiduel, ça se met pas de façon instantanée aussi, ni le bouchon. Donc, c'est fait avec un certain taux de remplissage. Ensuite, tout ce qui est comportement de drainage et consolidation, c'est des défis qu'on n'a pas pu tenir compte dans ce projet. Alors, une fois maintenant qu'on connaît cette distribution de la température dans la masse de remblai, on est capable d'aller regarder c'est quoi l'impact sur le développement de la résistance mécanique. Et ça nous a amené donc à l'objectif spécifique 3, qui a consisté donc à faire plusieurs mélanges, donc 15 mélanges de remblai en pâte cimentée, avec le liant HE principalement comme c'était prévu sur le site. Mais on a regardé aussi l'effet dans notre type de liant, en regardant un mélange de liant de 50% de slag, le laitier de haut fourneau, 80% de slag et 20% de ciment Portland à usage ordinaire, le GU. Et donc, 0,5% de salinité encore une fois. Et on a pris des pourcentages de liant de 5%, mais on a essayé de regarder aussi un pourcentage plus faible de 3%. Et pour tous les mélanges, il fallait les préparer pour qu'à la fin du malaxage, on ait une température autour de 14 degrés. Et ça a pris d'abord plusieurs essais et erreurs pour conditionner tous les matériaux, l'eau, le ciment, les résidus. Et puis, regardez, quand on va les mélanger à la fin du malaxage, on va voir quelle température. Et une fois qu'on avait eu ça, donc, on pouvait répéter ça à chaque fois. Sauf pour un mélange de référence qui était donc mélangé à l'aide du laboratoire et puis qui a été curé dans une chambre humide à la température de 22 degrés à peu près. C'est le cas aussi pour un autre échantillon ici pour fin de comparaison. Pour tous les autres, on a essayé de regarder, d'appliquer les conditions qu'on venait de voir à l'interface, à 1 mètre, etc. Donc à un demi-mètre, à 1 mètre et à 2 mètres. Cette température qui décroît, comme on venait de le voir sur les figures précédentes. Mais on a fait aussi un essai pour regarder si le durcissement du remblai se faisait à une température constante de 2 degrés Celsius, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Alors, ici, je vous montre ce qu'on visait. Donc, par exemple, pour le remblai qui est à 1 mètre à l'interface avec le pergélisol, les figures ne sont pas très bien visibles. Donc, la courbe rouge, c'est une courbe continue. Sur toutes les figures d'ailleurs, elle indique donc ce qu'on a mesuré, ce qu'on a pu prédire sur le terrain.
La courbe noire, c'est une courbe en escalier ou avec des paliers que l'on peut reproduire donc au laboratoire. Et la courbe bleue nous montre les températures décroissantes qu'on a pu appliquer donc au fil du temps de cure jusqu'à une période de 28 jours. Et on a réalisé ça donc avec un réfrigérateur à température contrôlée. Et vous le voyez ici donc un réfrigérateur qu'on a modifié, il y a un thermostat pour contrôler la température et un datalogger pour suivre les températures. Et les échantillons de remblai dans des moules de 10 cm de diamètre sur 20 cm de hauteur étaient placés donc de manière à ce que l'humidité soit représentative de l'humidité sous terre. Alors, les résultats qu'on a obtenus après le cassage donc des échantillons, en prenant des précautions pour que la température, parce que la presse n'était pas dans une chambre à température contrôlée, mais on a pris toutes les précautions pour faire les essais, donc sans que la température puisse varier beaucoup. Ici, on voit donc les résistances en compression uniaxiale non confinées en fonction du temps de cure. Donc, si on regarde d'abord le mélange qui est fait à la température de laboratoire, et qui est aussi qui cure donc dans une chambre humide, donc c'est la valeur en haut. Vous voyez donc à 3 jours, le remblai a déjà à peu près 320 kPa et ça évolue rapidement dans les premiers jours jusqu'à la 7e journée. Après l'évolution, l'augmentation elle est lente et après 28 jours, on était rendu à peu près à 520 kPa. Alors, le remblai, le même type de remblai, s'il est préparé à 14 degrés Celsius et s'il est curé donc dans les mêmes conditions à 22 degrés Celsius dans une chambre froide, c'est la ligne rouge ici. Donc, au départ, on a des résistances faibles, mais vers la fin, on va s'approcher donc de la résistance du remblai qui est préparé à 22 degrés Celsius. Comme pour dire, la température de préparation du remblai en pâte cimentée joue une importance sur la résistance mécanique. Pour les autres mélanges, vous voyez, la courbe plus bas en noir, c'est le développement de la résistance mécanique dans les conditions de l'interface, avec les températures décroissantes jusqu'à 2,4 degrés après 28 jours. Donc, vous voyez, la température, elle augmente, au départ, elle est très basse, mais elle augmente lentement. Et vous voyez qu'après 28 jours, on est rendu à des résistances autour de 300 kilopascal. Et donc, autrement dit, plus on s'éloigne de l'interface, plus la résistance mécanique va augmenter. Si on regarde maintenant l'effet du type de liant, si on regarde, on a regardé 2 types de liants, le liant HE et le liant SGU. Alors, on regarde ici, si on les cure à la température ambiante, donc dans une chambre froide, et les 2 remblais ont été préparés donc à des températures de 14 degrés Celsius. Vous voyez la courbe rouge, c'est le ciment HE, et la courbe noire, c'est le ciment SGU. Le mélange est de 80% de slag et de 20% de GU. Donc, vous voyez que donc, avant 14 jours, le ciment HE donne des résistances plus élevées, mais le ciment SGU finit par dépasser donc, et aller, vous voyez, jusqu'à peu près à 1000 kPa, alors que pour le GU ici, pour le HE, on est rendu donc encore à des résistances faibles. Autrement dit, donc, ce qu'on s'attendait, c'est vrai, le ciment HE, c'est un ciment à hydratation rapide. L'hydratation se fait très rapidement au début, la résistance augmente, mais on voit donc que après l'augmentation, la résistance est plus lente que par rapport au ciment SGU. Alors, si on regarde maintenant l'effet du type de liant lorsque les températures sont décroissantes. Ici, c'était des températures constantes de 20 degrés Celsius. Mais si on regarde sous des températures décroissantes comme ce qu'on a vu, donc, on voit donc les courbes donc, en ligne pleine, c'est avec le ciment HE à 2 mètres de l'interface et puis à l'interface. Mais avec le SGU, vous voyez à l'interface et à 2 mètres. Donc, vous voyez que les résistances en compression sont très très faibles pour le ciment GU. Autrement dit, donc, c'était un bon choix pour la mine de choisir le ciment HE pour donc la composition ou la formulation du remblai minier en pâte cimentée. Alors, on a regardé aussi l'effet du pourcentage de liant. Donc, si on regarde les premières courbes ici,
Donc, c'est 5% d'eau liant et les courbes en bas en pointillé, c'est 3% d'eau liant. Et chaque fois, c'est quand l'échantillon est cuit à la température ambiante. C'est des échantillons toutes préparés au début à 14 degrés Celsius et l'autre à 2 mètres de l'interface et puis à 0 mètre de l'interface. Ici aussi, vous voyez que l'eau liant a un impact. Donc, plus même quand les températures sont décroissantes, l'eau liant quand même continue à jouer un rôle. L'hydratation va se faire mieux quand il y a plus d'eau liant et donc on va avoir donc des résistances plus élevées. Alors, on a essayé de regarder dans le cas par exemple de l'interface où la température décroît de 14 jusqu'à 2,4 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passerait si dès le départ on avait conditionné la température de cure à 2 degrés Celsius? C'est le résultat que vous voyez ici, donc deux échantillons préparés à la fin du malaxage avec la même température. Un qui est donc qui est soumis à un durcissement sous une température de 2 degrés Celsius et l'autre c'est suivant donc la température décroissante qu'on a appliquée donc selon les modélisations numériques. Et vous voyez donc qu'il n'y a pas de grande différence. Donc on aurait pu dans ce cas-ci donc se baser sur une température constante au lieu de la faire varier. Alors, ce qu'on retient de ça, c'est que donc l'UCS, il est plus élevé lorsque le remblai cuit dans une chambre humide à la température ambiante que quand il est en train de durcir à des températures décroissantes, quel que soit le temps de cure, jusqu'à 28 jours ici. Alors, l'UCS du remblai non gelé, il augmente progressivement donc depuis la paroi du périgélisol vers l'intérieur de la matrice de remblai. Alors, pour des temps de cure sous des températures décroissantes inférieures à 28 jours, l'eau liant HE, il offre donc une meilleure résistance mécanique que le mélange de ciment, de slag et de ciment GU, qui est un mélange un liant qui est très souvent utilisé dans l'industrie. Et ce qu'on vient d'observer aussi, c'est que le pourcentage de liant conserve son influence sur le processus d'hydratation et le développement de l'UCS qui en résulte, même si on a des températures de cure qui sont décroissantes. Alors, pour finir donc les conclusions générales et les perspectives. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'optimisation des recettes de remblai en pâte cimentée pour le remblayage dans le périgélisol, dans les phases de faisabilité, ça reste un processus complexe où il devrait y avoir beaucoup de processus d'itération. Et parce que ça va nécessiter de connaître les conditions de cure du remblai sur le terrain. Et ces conditions de cure dépendent de la température initiale du remblai. C'est donc un passage obligé donc qu'il faut absolument où il faut passer. Alors, ça prend une validation des approches numériques, bien sûr, ce qui reste un défi dans les phases de faisabilité parce qu'on n'a pas les données. Alors, j'ai mentionné plusieurs défis qui persistent. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'approche que j'ai présentée elle pourrait aussi être applicable même dans les chantiers qui ne sont pas dans le périgélisol, si on pense qu'il va y avoir les échanges de chaleur entre les parois et le remblai, et ces échanges de chaleur vont affecter donc le développement de la résistance mécanique. Dans les perspectives d'amélioration des approches proposées, on avait commencé quelques petites étapes, mais je vais parler de ce qu'on avait commencé à faire. On avait commencé à vouloir utiliser des codes de dynamique de fluide computationnel, le CFD. On avait voulu utiliser le code Fluent de ANSYS, et on avait voulu aussi regarder la validation des données de terrain. Malheureusement, on avait commencé, mais on n'a pas continué le projet. L'étudiant a abandonné pour des raisons personnelles. Alors, dans les défis à relever, c'est l'effet du cisaillement dans le pipeline sur les propriétés rhéologiques, la fameuse réduction des propriétés rhéologiques et augmentation du slump. On avait regardé un peu de façon exploratoire au début avec les travaux de maîtrise de Dikonda. Alors, la chaleur générée par l'hydratation du liant, c'est encore une fois à étudier. Le drainage et la consolidation. Et donc, la validation des modèles numériques avec les données de terrain, que je disais, donc, on avait déjà commencé. Comprendre la distribution et l'évolution de la température dans les chantiers remblayés adjacents, c'est quelque chose, parce que là, on a pris le périgélisol en partie, et donc il faudrait voir comment ça se comporte.
Et finalement, donc, sur le terrain, il faudrait regarder réellement comment comprendre le lien entre le développement de la résistance mécanique avec l'évolution de la température. Alors, j'ai présenté ici les références qui sont citées dans le document. Donc, je vais remercier le FREQNT qui a financé le projet avec les partenaires de l'IRM, particulièrement donc les mines Agnico Eagle. Merci. Merci beaucoup, professeur Mbonimpa. Très belle conférence. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, nous avons une première question. Pour la majorité des fluides, la viscosité diminue lorsque la température augmente. Dans le remblai en pâte cimentée étudié, c'est le contraire qui est observé. Comment expliquez-vous cela? Ben, c'est vrai que la majorité des fluides, la température, quand elle augmente, la viscosité, elle diminue. D'ailleurs, on l'a observé aussi pour du résidu en pâte non cimentée. Quand il n'y a pas de liant, la température donc, fait que le seuil de cisaillement et la viscosité il diminue. Mais pour le ciment HE, ce qu'on a observé, c'est que ses propriétés augmentent. On pense que c'est le fait que c'est un ciment à hydratation rapide. Donc, une fois que le ciment est dissous dans l'eau, ce n'est plus l'eau qui est dans les interstices des grains solides, c'est un autre type de coulis. Et ce coulis lui-même a des propriétés, des propriétés géologiques qui changent avec la température. Donc, une viscosité qui va augmenter la température et un yield stress aussi qui va augmenter avec la température. Alors, il y a des études qui montrent qu'il y a des liants qui ne se comportent pas comme ça. Quand il y a des liants comme des mélanges où il y a beaucoup de slag, où les propriétés thermiques, les propriétés rhéologiques, pardon, ils vont diminuer avec la température. Donc, c'est un cas qu'on a observé, nous, dans notre cas ici, un cas particulier. Parfait. Merci. Donc, on a une question aussi de quelqu'un qui travaille chez Agnico Eagle en remblayage minier. Donc, à la lumière de ce résultat, croyez-vous que nous devrions considérer davantage les températures évolutives du remblai en fonction des saisons pour des opérations en Abitibi? Par exemple, même si les variations thermiques sont moindres qu'en contexte arctique. Considérant que les températures des résidus de l'eau et des liants qui composent le remblai varient entre janvier et juillet, avec des températures de remblai mélangées entre 10 et 30. Donc voilà, on devrait s'attendre à de bonnes variations de comportement. J'ai l'impression que vous savez où il s'en va. Non, la question est trop longue. Là, oui, on recommence? Il faut la recommencer. Parfait. On va uniquement s'attarder au tout début. Donc, à la lumière de vos résultats, croyez-vous que nous devrions considérer davantage les températures évolutives du remblai en fonction des saisons pour des opérations en Abitibi? Oui, je pense, parce que, comme on l'a vu, la température de mise en place du remblai, ça joue beaucoup sur... Je n'ai pas présenté ici l'influence de la température initiale du remblai. On l'a fait, mais je ne l'ai pas présenté. Okay. Donc, ça va influencer beaucoup la distribution de température dans le remblai, même si en Abitibi, on n'a pas le périsénisol. Dépendamment de la profondeur, la roche, elle peut être à une température élevée. D'ailleurs, il y a l'étude de Greber qui montre que Greber et al. 2017, je pense, qui montre que la différence de température entre l'usine de remblai et le remblai sous terre pouvait aller jusqu'à 12 degrés Celsius. Maintenant, arrivé là, les échanges qui vont se faire avec les parois, ils vont influencer l'UCS qui va se développer, ils vont influencer l'hydratation. Et donc, les propriétés aussi, lors du transport, vont aussi affecter, bien sûr, les pressions que l'on va avoir. Autrement dit, donc, tenir compte des températures, des fluctuations de température saisonnales au niveau du matériel lui-même, je pense que c'est quelque chose qui devrait être pris en compte. Parfait. Donc, ils sont sensibles à ça, justement. C'est pas toujours fait, mais je pense que s'il y a beaucoup de données pour valider, pour démontrer tout ça, si les sites sont instrumentés, on pourrait essayer de voir c'est quoi l'impact. Et tenir compte, ça pourrait faire des économies. Si par exemple, ça peut développer une résistance plus élevée
parce que parfois on fait des essais au laboratoire à une température de 20 degrés Celsius. Mais si le remblai, par exemple, va cuire à une température de 35 degrés, 40 degrés Celsius et que ça augmente la résistance mécanique, on pourrait faire des économies en termes de liant, par exemple. Parfait. Merci. On a une prochaine question. Est-ce que le monde numérique de prédiction est capable de simuler l'impact de température des chantiers adjacents sur la qualité du remblai et le temps de cure? Intéressant, ça? Bien, ça, c'est dans les choses que j'ai dit qu'il faudrait regarder. On ne l'a pas encore fait, mais j'imagine qu'il y a des modèles numériques qui pourraient le faire. Bon, tenir compte de la qualité du remblai. C'est sûr que j'ai parlé de beaucoup de choses ici qu'on n'a pas pu tenir compte. Par exemple, le drainage et la consolidation. On a considéré le remblai, il va durcir, mais il ne va pas changer de structure, il ne va pas changer, alors qu'on sait qu'il va se drainer, il va consolider. Mais aussi, dans notre cas, ou aussi dans le périgérisol, comment se fait la consolidation si déjà à certaines interfaces, le matériel va commencer à geler. Donc, il y a encore des défis, j'ai mentionné ça dans les défis à relever, là. C'est des choses qu'il faudrait aller voir. Parfait. On a le temps pour une petite dernière question. Pourriez-vous expliquer l'approche proposée dans les perspectives pour tenir compte de l'effet du cisaillement du remblai dans la conduite sur les propriétés rhéologiques? Ça, c'est des travaux qu'on a essayé de commencer avec les travaux de Dikonda, les travaux de maîtrise de Dikonda. C'est considéré donc, quand on fait le transport du remblai, il y a d'autres études qui l'ont montré, le slump, l'affaissement au bout du tuyau, il est toujours inférieur. Ça peut être dû à la température, mais ça peut aussi être superposé avec le cisaillement qui se fait dans la conduite, les particules qui peuvent changer de forme, d'ailleurs c'est documenté. Et donc, nous on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut tenir compte de cela? On s'est dit, pendant le transport du remblai, il y a donc de l'énergie qui est dissipée pendant ce cisaillement et c'est donc cette énergie qui fait que ces propriétés changent. Ce qu'on a essayé de venir regarder au laboratoire, si on malaxait le remblai à différentes vitesses de rotation, différents temps de malaxage et à différentes masses, les charges de notre matériel, comment ça affecte les propriétés rhéologiques? Et effectivement, ces trois paramètres, donc, on les a intégrés dans ce qu'on appelle l'énergie spécifique de malaxage. Et on a observé donc que plus cette énergie est élevée, plus le yield stress, le seuil de cisaillement il diminue, le slump il augmente et la viscosité elle diminue. C'est comme si on reproduit ce qui se passe sur le terrain. Pour pouvoir transférer ça, il y a quand même quelque chose qui reste à déterminer. Est-ce que l'énergie spécifique de malaxage, ça on a pu le déterminer au labo, est-ce que ça a un même impact que l'énergie dissipée pendant le transport du remblai dans les conduites? C'est là où il y a la question, et que tant que ça c'est pas défini là, on ne pourrait pas faire transférer ce qu'on a fait au labo et le transférer directement au niveau du terrain. Du terrain, exact. Parfait. Merci beaucoup, professeur Mbonimpa. C'est ce qui termine la période de questions. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les faire parvenir à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Donc, l'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites à ce webinaire et une attestation de présence peut être transmise en cas de besoin. Donc, notre prochain rendez-vous est le 10 avril 2024 avec le professeur adjoint Vincent Boulanger-Martel. Je vous souhaite donc une très belle journée à tous et à toutes.